Elle n'a pas pleuré, elle ne s'est pas disputée. Lorsque les avocats ont glissé les papiers sur la table en lui demandant de renoncer à une fortune, elle a pris le stylo et a signé son nom sans une seule larme. Et cela a terrifié tout le monde dans la pièce, bien plus que les larmes ne le pourraient jamais. Mon nom n'a pas d'importance pour cette histoire, mais le sien en a. Elle s'appelait Margaret Doyle, et c'est l'histoire de la façon dont elle a tout perdu sur le papier et comment cette perte est devenue l'arme la plus dévastatrice que quiconque dans cette famille ait jamais vue. Lorsque son mari, le magnat de l'immobilier Walter Doyle, s'est effondré d'un accident vasculaire cérébral soudain dans son bureau un soir de novembre, l'encre de sa nécrologie était à peine sèche avant que ses enfants ne tournent en rond. Preston et Camille Doyle étaient issus du premier mariage de Walter, et en 18 ans, ils n'avaient jamais traité Margaret comme une famille. Pour eux, elle avait toujours été la deuxième épouse, l'étrangère, la femme à qui il chuchotait à chaque dîner de vacances. Il l'appelait une chercheuse d'or derrière son dos et parfois, vers la fin, à son visage. 2 jours après les funérailles, alors que Margaret rangeait encore les lunettes de lecture de son mari et son manteau de laine préféré, un coursier est arrivé avec un procès. Preston et Camille voulaient tout, le domaine au bord du lac, la société de promotion immobilière que leur père avait passé 40 ans à construire, chaque compte portant le nom de Margaret. Il voulait qu'elle parte et il le voulait vite. Son avocat, un homme à la voix douce nommé Elliot Marsh, qui s'occupait des affaires de la famille depuis plus d'une décennie, était abasourdi. Il lui a dit clairement qu'ils avaient une plus qu'assez de preuves pour écraser ce procès devant le tribunal, qu'aucun juge raisonnable ne se rangerait du côté de 2 enfants adultes motivés de manière aussi transparente par la cupidité. Il l'a exhortée à se battre. Margaret l'écouta avec la même expression calme qu'elle avait portée à l'enterrement, puis elle lui demanda de faire quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Elle lui a demandé de rédiger un accord donnant à Preston et Camille exactement ce qu'ils demandaient. Tout ça. Elliot s'est disputé avec elle pendant près d'1 heure, l'avertissant que cette décision la laisserait sans rien, qu'elle s'éloignerait de la vie qu'elle avait construite pendant près de 2 décennies. Margaret sourit seulement, le même sourire calme et conscient qu'elle portait toujours quand elle avait déjà pris sa décision, et lui dit que parfois, la seule façon de vraiment gagner une guerre est de perdre la première bataille exprès. La nouvelle de la reddition de Margaret s'est répandue dans les cercles du country club comme une traînée de poudre. Les gens disaient que la veuve en deuil avait tout simplement abandonné, trop fragile ou trop stupide pour se défendre. Preston et Camille n'ont même pas essayé de cacher leur célébration. Des amis ont décrit plus tard une fête au loft du centre-ville de Preston, des bouchons de champagne sautant, des toasts levés pour se débarrasser du chercheur d'or, sans un seul combat. L'audience finale a été fixée pour une matinée grise et pluvieuse au palais de justice du comté. La galerie était bondée, des parents éloignés espérant des restes, des journalistes locaux qui avaient eu vent du drame familial et des collègues de l'ancienne entreprise de Walter curieux de voir comment cela se terminerait. Margaret entra vêtue d'une simple robe bleu marine, sa posture droite, son visage illisible et étrangement paisible. Ce calme a troublé les gens plus que n'importe quelle explosion n'aurait pu l'être. De l'autre côté de l'allée, Preston et Camille étaient assis avec leur avocat, un homme pointu et cher nommé Harold Voss, contenant à peine leur sourire narquois, lorsque le juge s'est tourné vers Margaret et lui a demandé, officiellement, si elle comprenait qu'elle renonçait à sa réclamation d'une fortune, valant des centaines de millions de dollars. Elle s'est levée, s'est dirigée vers le podium sans hésitation et a signé. Pendant un moment, la salle d'audience a ressemblé à une fête. Preston et Camille échangèrent un regard triomphant, imaginant déjà la vie qui les attendait de l'autre côté de ces portes. Puis Harold Voss a ramassé les documents finalisés pour faire un dernier examen de routine avant qu'ils ne soient tamponnés et scellés. Et son expression a changé. Ses mains commencèrent à trembler. Il retourna les pages, puis avança de nouveau, son visage se vidant de couleur alors qu'il lisait une section enfouie profondément dans l'addendum. Preston remarqua d'abord et attrapa les papiers débarrassés des mains de son avocat, exigeant de savoir ce qui pouvait être mal avec une victoire qui leur avait été remise sur un plateau d'argent. Ce qu'aucun des frères et sœurs ne savait, c'est que la société de développement de Walter se noyait tranquillement. Preston avait passé les 3 dernières années à siphonner les fonds de l'entreprise à travers un réseau de contrats fictifs, une fraude si bien cachée que même les propres comptables de l'entreprise l'avaient manqué. Margaret l'avait découvert des semaines avant la mort de Walter, parcourant de vieux dossiers dans son bureau une nuit blanche, et elle n'avait rien dit. Elle avait attendu. Elle que le laisserait reposer, intact, jusqu'au moment où il pourrait faire le plus de dégâts. Enfoui dans les petits caractères qu'Eliot avait rédigés sur ses instructions se trouvait une seule clause dévastatrice. En acceptant la propriété entière et immédiate de la société et de ses actifs, Preston et Camille acceptaient également toutes les responsabilités juridiques et financières passées, présentes et futures qui y étaient liées. Aucune exception, aucune exception. Et à cette clause était attachée une seconde, plus silencieuse mais encore plus mortelle. Le transfert de propriété déclencherait automatiquement un audit indépendant complet des finances de l'entreprise au moment même où les documents seraient finalisés. Preston comprit ce que cela signifiait avant même qu'Harold ait fini de l'expliquer. Il venait de signer ses propres aveux et de les remettre à l'État sur un plateau.
Camille pâlit à côté de lui, alors que leur avocat murmurait que la seule dette de l'entreprise, une fois apparue, les mettrait probablement tous les deux en faillite en un mois. La salle d'audience s'est dissoute en journalistes bruyants, se bousculant pour des citations, des cousins éloignés chuchotant d'incrédulité, Preston s'enfonçant de nouveau dans sa chaise alors que le poids de ce qu'il avait fait le frappait enfin. Et à travers tout cela, Margaret se tenait tranquillement à l'avant. Ce même sourire doux et illisible toujours sur son visage. Elle n'avait jamais voulu l'argent. Elle avait voulu que la vérité éclate et que les deux personnes qui avaient passé des années à la tourmenter et des années à trahir leur propre père en répondent enfin. En quelques jours, les enquêteurs ont saisi les dossiers financiers de l'entreprise et Preston a été officiellement accusé de fraude et de détournement de fonds. Camille a passé les mois suivants à vendre sa maison et sa voiture juste pour faire face au flot de poursuites d'investisseurs et de créanciers furieux. Pendant ce temps, Margaret a tranquillement déplacé ses effets personnels hors du domaine au bord du lac. Pas la richesse qu'elle avait signée, mais les choses qui avaient toujours compté le plus. Les vieilles lettres de son mari, quelques bijoux qu'il lui avait donnés quand ils étaient jeunes et fauchés et amoureux, et un modeste compte privé qu'il avait créé à son nom des années plus tôt, bien avant qu'une action en justice ne soit intentée. Elliot l'a rencontrée à l'extérieur de la maison vide alors qu'elle portait la dernière boîte jusqu'à sa voiture. Il s'excusa d'avoir toujours douté de son plan, secouant la tête devant la pure patience qu'il a dû falloir pour s'asseoir sur ce secret pendant si longtemps. Margaret a juste ri doucement et lui a dit que parfois, vous laissez les gens avides prendre exactement ce qu'ils recherchent, car leur propre cupidité fera le reste du travail à votre place. Elle s'est installée dans une petite maison près de la côte de l'Oregon, loin du monde des salles de réunion et des batailles d'héritage. Les habitants de sa nouvelle ville ont appris à la connaître comme la femme chaleureuse et sans prétention qui faisait du bénévolat au jardin communautaire et finançait discrètement des bourses d'études pour les enfants de la région qui avaient besoin d'un peu d'aide pour aller à l'université. Preston a finalement été condamné à 12 ans de prison fédérale. Camille a passé des années à travailler pour rembourser les dettes qui la suivraient longtemps après que l'affaire ait disparu des gros titres. Margaret gardait une photo de Walter sur le rebord de sa fenêtre. Et certains soirs, elle s'asseyait à côté et réfléchissait à la façon dont, à la fin, elle n'avait rien pris à ses enfants, elle s'était simplement écartée et avait laissé leur propre choix les rattraper. Elle a vécu tranquillement après cela, sans le manoir, sans la compagnie, sans un seul dollar de la fortune qu'elle avait signée, et par toutes les mesures qui comptaient pour elle, elle n'avait jamais été aussi heureuse. Si l'histoire de Margaret vous a ému, ne serait-ce qu'un peu, prenez une seconde pour appuyer sur le bouton j'aime et dites-nous dans les commentaires ce que vous auriez fait à sa place. Abonnez-vous et activez les notifications si vous voulez des histoires plus vraies que nature, de force tranquille, de trahison familiale et du genre de justice qui n'a pas besoin de crier pour être ressenti. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la toute fin. Des histoires comme celle de Margaret sont exactement la raison pour laquelle nous continuons à les raconter.